Bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde. Donc, entrepreneuriat et recherche, risque ou opportunité. Merci à vous d'avoir accepté de venir donner un éclairage sur cette vaste question. Je vais vous proposer de vous présenter brièvement chacun pour qu'on puisse savoir qui est autour de cette table ronde. Vous présenter brièvement puis nous expliquer ce qui vous a incité à vous tourner vers l'entrepreneuriat. Johan, ça te dit de commencer ? Oui. Ok, merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, Johan Vitran, je suis chercheur à l'INRAE. Donc, l'INRAE, tout le monde connaît, l'Institut national de la recherche agronomique, qui a changé depuis de dénomination depuis peu. Et je suis également cofondateur et CSO de Clinic InCell. Donc, Clinic InCell, c'est une start-up qui est issue de notre recherche académique et qui propose donc une recherche clinique ex vivo. Donc grossièrement, en fait, on fait de la recherche chez l'humain, mais au lieu d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, on passe par l'extérieur via une méthodologie qu'on a développée au sein de notre recherche. Et donc, moi, j'ai un cursus classique de thèse, postdoc à l'étranger, puis retour en France. Et donc, ce qui m'a poussé à développer Clinic InCell avec plusieurs associés, c'est cette fibre un peu entrepreneuriale, puisqu'on ne se lève pas non plus le matin en se disant on va lancer quelque chose, une entreprise. On a un petit peu ça en nous, je pense, depuis longtemps, et avec ce souhait justement d'en faire quelque chose et de créer quelque chose. D'accord, merci. Pierre, de votre côté ? Oui, bonjour à tous. Donc Pierre Fontani, je suis professeur à Polytech Clermont, à l'université Clermont-Auvergne. Et je suis également directeur de Biovalo, qui est une entreprise qui a maintenant 5 ans, qui vient de fêter ses 5 ans, qui est un bureau d'études dans les énergies renouvelables, en particulier en méthanisation, et qui a la particularité aussi d'être une plateforme technologique de démonstration sur un site industriel. Et donc c'est notamment ce qui a suscité en fait la création d'entreprises pour pouvoir justement, on a parlé de transfert, de montée en échelle des technologies qui sont mises au point au sein des laboratoires. L'idée, c'était de créer cette plateforme de démonstration, ce qu'on appelle des TRL élevés. Voilà, donc c'est l'opportunité de partir de là. Et puis, comme mon voisin, bien sûr, d'une certaine fibre entrepreneuriale, je pense que effectivement, on a plus ou moins et qu'on souhaite mettre en œuvre. Merci. Michael ? Bonjour à tous, donc Michael Simon, je suis fondateur de 2 sociétés. La première que j'ai fondée tout de suite après mon doctorat, c'est la société Calnesis. Alors de manière simple, la société Calnesis, c'est un laboratoire de physico-chimie. On fait de la mesure de propriétés physico-chimiques pour le compte d'industriels. On fait aussi de la recherche, de la R&D pour ces mêmes industriels, et on développe maintenant aussi depuis quelques années des offres orientées vers les laboratoires de recherche pour la fabrication de prototypes, de manip labo et tout ce qui est aussi interface permettant de contrôler ces manips. Donc on a encore beaucoup d'interactions avec la recherche universitaire. Et la deuxième société que j'ai créée plus récemment, c'est une société qui vise à valoriser un brevet, une deep tech s'il en est, où on souhaite mettre sur le marché un instrument scientifique innovant dans le domaine de l'analyse thermique et la calorimétrie. Alors, moi, je dirais que n'ayant pas fait carrière avant de créer mes sociétés, je dirais notre premier objectif avec mon associé lorsqu'on a créé Calnesis, c'était déjà de faire quelque chose après notre thèse. On était arrivé à un moment où on a le choix entre la recherche académique, aller dans le monde industriel. On n'avait pas forcément de vision franc débouché, ou faire un postdoc en tout cas. Et du coup, c'est d'opportunité en opportunité qu'on s'est orienté vers la création de notre société. Donc on était dans une démarche peut-être un petit peu différente. Oui, c'est ça, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Vincent, une démarche encore différente ? Encore différente, oui. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Vincent Vernet, je suis cofondateur et directeur scientifique de la société Naturats. Alors, je suis peut-être le plus jeune du plateau, je ne sais pas. C'est parce que Naturats vient de fêter sa première année d'existence. Et pour me différencier de Michael, moi j'ai créé cette start-up 40 ans après ma thèse. Donc, ce n'est pas la sortie de ma thèse. Mais c'est aussi pour dire qu'on peut créer des entreprises, des start-up, de l'innovation à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour ça.
Alors moi j'ai une formation purement académique, hein, universitaire. Je suis rentré au CNRS dans les années 81 et j'ai toujours entendu parler de ce débat entre la recherche théorique, la recherche appliquée, les uns opposant les autres, etc., etc. Bon, vous avez compris que moi je me suis toujours positionné du côté de la recherche appliquée. Et, ça n'empêche pas qu'on puisse faire de la théorie, même en l'appliquant. Donc l'idée était quand même effectivement de partir de concepts universitaires, académiques qui peuvent exister dans les laboratoires et de le transposer, parce que finalement pour un chercheur, il n'y a rien de plus stimulant et rien de plus intéressant que de voir le résultat de ses recherches passer dans la société et trouver des applications dans la société. Donc c'est ça qui m'a poussé à créer cette société qui répond à une deuxième de mes préoccupations, parce qu'étant un pur chimiste de la pétrochimie académique, dans les années 95, j'ai viré ma cutie et je suis passé dans le monde vert et dans le monde de ce qu'on appelle les bioplastiques. Et c'est un peu le fondement de la société Naturatz. Merci. Alors, une question qui se pose souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est l'équipe. Nicolas Sordet en a parlé tout à l'heure, de l'importance de l'équipe. Alors, Michael, on va commencer par toi. Donc, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Tu as créé Calnesis à la sortie de ta thèse. Tu t'es associé à 50%, 50-50 du capital avec un autre jeune docteur. Alors, ça a suscité de nombreux débats. Est-ce que tu peux nous donner quelques éclairages sur le sujet et nous faire un retour d'expérience ? Alors en effet, c'est le fameux 50-50, hein, quand on est deux associés dans une société. Tout simplement, avec mon associé, on n'envisageait pas les choses autrement, on n'a jamais envisagé autrement. Et la seule question qu'on nous a posée, c'était finalement ça, quand on a commencé à travailler sur le projet de la société, à voir vis-à-vis du capital et des parts de chacun. On nous a dit, oulala, mais un 50-50, vous savez, les banques, elles n'aiment pas trop ça, il faut pas de blocage, il faut que quelqu'un puisse décider, etc. Et en fait, on se rend compte que ça doit bientôt faire 6 ou 7 ans. On vit très bien à 50-50. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on se fâche pas et qu'il faut pas des fois, je dirais, trouver des solutions, trouver un consensus. Mais je dirais ce qui est important, c'est la façon dont on monte le capital d'une société, c'est que tout le monde s'y retrouve. Donc, si je prends l'exemple de mon associé avec Calnesis, on a fait 5 ans d'université ensemble, on était binôme de TP. Derrière, on a fait 3 ans de thèse dans le même laboratoire. On crée une société dont l'objectif, c'est de mettre en avant nos compétences à tous les deux. Basé sur nos cotisations pour l'emploi, on va apporter au capital, on a un prêt d'honneur, on apporte la même somme d'argent. On va arriver dans la société, faire finalement, on va être interdépendants, et on l'est de plus en plus aujourd'hui, parce que j'ai tendance à dire de manière résumée, moi je vends et lui il fait. Donc s'il fait pas, je peux pas vendre, et si je vends pas, il peut pas faire. Donc faire autre chose que 50-50, c'était pas possible de l'envisager autrement. Et donc, par contre, on a retenu quelque chose dans notre démarche, là où on a choisi le 50-50, c'est que tout le monde ne nous reprochait pas le 50-50, absolument. Ce qu'on nous reprochait, c'était la possibilité qu'un jour la société puisse être bloquée. Et c'est-à-dire que s'il y a mésentente, que personne ne prenne de décision et qu'on n'avance pas. Donc ça, nous, on l'a pas mis sur notre pacte de l'associé, mais pas loin. On est conscient que même si on n'est pas d'accord, il faut avancer. Donc, ça nous est arrivé, alors heureusement pour des décisions mineures, ça nous est arrivé de prendre des décisions à pile ou face. Parce qu'on a dit, il vaut mieux avoir faux, avancer, se rendre compte qu'on s'est trompé et changer d'avis, que rester coincé et pas prendre de décision. Donc ça, on l'a retenu, et c'est vrai que voilà, ça nous a arrivé de mettre en œuvre cette astuce pour pouvoir avancer. Merci pour cet éclairage intéressant qui va un peu à l'encontre, effectivement, de tous les discours sur le sujet. Johan, vous, alors c'est un cas un petit peu particulier, c'est-à-dire que tu t'es lancé avec ta compagne et un ancien doctorant, un de tes anciens doctorants. Alors, est-ce que chacun a pu trouver sa place facilement ?
C'était une grosse question, effectivement, au début. Mais oui, et tout simplement parce qu'en fait, on n'avait pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes envies. Et donc, du coup, et pourtant, en fait, on a chacun des compétences. Et ces compétences, c'est avéré qu'effectivement, elles étaient bien complémentaires au projet, et on a su comme ça en fait trouver notre place. Alors, du coup, par rapport à cette complémentarité, ça s'est fait en fait au fur et à mesure. Fabien, lui, il est plus dans l'expertise culture cellulaire, biologie moléculaire. Lynn, elle est plus sur tout ce qui est aspect clinique réglementaire. Et puis moi, en fait, dans le cadre de mon concours scientifique, on en parlera tout à l'heure, je suis plus dans la valorisation en fait de la méthodologie et donc de ce qu'on a pu développer au sein de notre laboratoire académique. Mais ça s'est fait bon an mal an. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc l'avantage c'est issu de la complémentarité, ça marche bien parce qu'on est complémentaires, et ça marche encore mieux parce qu'en fait on se connaît. Bon, bien sûr, ma femme, c'est logique, on se connaît bien, même si c'était pas forcément évident à la base de travailler oui, ensemble. Clairement. Et puis Fabien, en fait, il est arrivé au laboratoire quand j'ai été recruté. Ça a été mon premier étudiant en thèse, et on a gardé cette confiance. Et quand il est parti aux États-Unis et quand il est revenu dans le laboratoire. L'idée, on l'a eu en fait en 2015. Enfin, je l'ai eu en 2015. J'ai commencé à lui en parler. Il était complètement désigné en fait par rapport à toutes les compétences qu'il a pu acquérir au sein du laboratoire ou à l'étranger. Et on a dit, on se lance, on va faire quelque chose, on va y réfléchir. Et puis, on avait en fait un petit peu la tête un peu dans les nuages en tant que scientifique, on est toujours un petit peu perché des fois. Et puis, il nous fallait quelqu'un en fait pour gérer tout le côté clinique et réglementaire. Et donc il fallait quelqu'un aussi qui avait les pieds sur terre. Et pour le coup, Lynn s'est imposée aussi à nous. Donc voilà. Après, c'était un challenge aussi parce qu'elle avait un boulot stable à la base. Et je lui ai demandé, ça te dirait, c'était un risque financier pour la famille finalement. Mais bon, voilà, il a fallu que tout le monde trouve sa place. Et aujourd'hui, ça roule plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Merci. Pierre, vous aussi, vous avez des associés? Oui, alors moi effectivement, c'est un profil un peu différent. On est loin du 50-50 puisque la genèse du projet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée c'était vraiment de mettre en place une plateforme technologique qui permettait de tester des innovations pour l'ensemble d'une filière. Donc l'objectif c'était d'avoir une neutralité par rapport à l'actionnariat, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas par exemple un grand groupe qui vienne prendre beaucoup de parts pour à garantir cette indépendance du résultat, cette indépendance de la transmission d'informations à l'ensemble de la filière. Donc on a choisi de faire un pacte d'actionnaires. On est parti à 13 actionnaires. Alors justement avec personne de majoritaire volontairement pour avoir cette indépendance, cette neutralité. Donc c'est un modèle qui est encore complètement différent, qui est peut-être pas plus simple, honnêtement, parce que on engage des partenaires industriels dans la boucle. À Firennes, par exemple, on fait partie. On a réussi à les convaincre. L'université Clermont-Auvergne en fait partie aussi. On a aussi réussi à les convaincre. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, on a des gens plus d'autres groupes, je ne vais pas tous les citer parce que ça serait trop long, mais l'idée c'est que ça amène une vraie crédibilité, ça amène aussi un capital social initial qui est plutôt intéressant, donc ça a pas mal d'avantages. Après, l'inconvénient c'est qu'on tombe tout de suite dans une structure assez complexe avec des conseils d'administration, enfin voilà, tout un tas de choses, toute une méthodologie qui est pas très agile en fait. Et c'est un peu, moi, ce que j'ai trouvé un peu difficile, c'est le manque d'agilité. Effectivement, l'avantage quand on est start-up, quand on démarre une entreprise, on a cette capacité justement à prendre des décisions très rapidement, à être réactif. Et là, ça a un peu complexifier les choses, même si de la même manière, on a pas mal d'actionnaires qui se sont un peu effacés, donc qui sont plutôt sleepers aujourd'hui, et du coup on a plutôt un pool d'actionnaires qui sont dynamiques. Donc on arrive à stabiliser les choses au bout d'un moment, mais c'est vrai que à l'initial, c'était pas forcément la solution la plus souple, même si, encore une fois, je suis hyper reconnaissant à tous mes partenaires d'avoir cru au projet et investi dans le projet, quoi. Voilà, donc voilà, c'est encore un modèle différent. Je crois qu'il n'y a pas un modèle type.
Non, 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 ça va être la conclusion, oui. Vincent, vous, alors vous vous êtes associé avec 2 entrepreneurs. Voilà, alors nous, on a pris le modèle des impôts, hein, on a fait les 3 tiers, et on est à 33,33 chacun. Donc là, il n'y a pas de problème de blocage, parce que il vaut mieux qu'il y ait l'unanimité, bien sûr, mais sinon, c'est 66% contre 33%. Quoi, voilà. Alors mes 2 collègues, on se connaît depuis un certain nombre d'années, hein, on a travaillé ensemble, on a chacun des parcours très différents. On est très complémentaires. Laurent, qui est le président de la société, vient de l'industrie, puisque c'est quelqu'un qui a fait sa carrière chez Limagrin, qui ensuite a créé une activité de consultant. Gilles est un autodidacte, on va dire, hein, qui est quelqu'un qui s'est formé tout au long de la vie par de la formation continue, en particulier au CNAM. Bon, moi, je vous l'ai dit, moi, je suis assez linéaire, hein, je suis resté 40 ans au même endroit. Mais bon, alors, Laurent est plus business, marketing, Gilles plus technique, moi plus science. Bon, j'ai entendu un gros mot à l'intervention précédente qui était business plan. Moi, on m'aurait parlé de chinois, que ça aurait été exactement pareil. Donc il vaut mieux avoir des gens qui connaissent bien les business plans parce que ça aide quand même. Donc cette complémentarité, il me semble qu'elle est intéressante. Elle permet chacun d'avoir ses spécificités, ses compétences, et puis de pouvoir tout mettre en commun, parce que bon, notre principe, c'est aussi ça, hein, c'est la mise en commun totale de tout ce qu'on peut faire ensemble. Alors, Laurent, il a une société de son côté aussi de consulting. Gilles, il a une société aussi qu'il a créée il y a quelques années. Et alors moi, pour pas être, comme j'étais un peu jaloux, j'ai créé aussi une activité de consulting. Comme ça, on est tous ex aequo. Et l'équilibre, je crois que c'est le maître mot de ce projet. Merci. Alors maintenant, on va parler un petit peu de démarche administrative, de juridique, pour voir si ce sont des points qui fâchent ou pas. Johan, toi en fait, donc tu es chercheur INRAE, tu l'as dit tout à l'heure, tu es également conseil scientifique au sein de Clinic & Cell. Quelles ont été les démarches que tu as dû accomplir et comment ça s'est passé ? Alors, effectivement, c'est pas forcément naturel, comme on l'a dit plusieurs fois, de passer de l'académique au privé ou même, du coup, dans ce cas-là, d'associer les deux. Il y a eu certaines évolutions et certains assouplissements ces dernières années, notamment au travers de la loi Pacte. Et donc, en tant que chercheur, moi, j'ai pu bénéficier, j'ai dû demander en fait un concours scientifique. Et donc, en fait, c'est un dossier qu'on établit pour dire ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, qui est sous la dénomination, je crois, juridique, je crois, c'est le 25.2, et qui permet en fait à un chercheur de garder son activité académique et donc l'établissement pour lequel, la tutelle pour lequel il travaille lui autorise un certain pourcentage de son temps, qui va de 20 à 50%, pour pouvoir accompagner la start-up. Et donc ça peut se faire dans le cadre en fait d'une méthodologie qui a été développée au sein de la tutelle et dont tous les acteurs finalement sont d'accord pour dire il y a un potentiel, on va le lancer sur le marché, ça va devenir quelque chose, une entité. Et dans cette entité, toi, Johan Litrand, tu peux participer à son accompagnement, à son essor. Et mon rôle principal, du coup, ça va être donc en tant que consultant scientifique pour cette start-up, c'est de faire la promotion de cette méthodologie et éventuellement de participer à certaines décisions sur certaines décisions scientifiques au final. Il existe quelques contraintes aussi également en termes de signature de contrat ou... Oui, alors typiquement, je n'ai pas le droit d'être dirigeant, je n'ai pas le droit de signer un quelconque contrat, j'interviens vraiment comme... par un œil extérieur, puisque je suis vraiment quand même au cœur de la problématique, mais on va dire toute la partie business, c'est pas moi, c'est pas forcément moi. C'est-à-dire que tout ce qui est financier, c'est pas moi. Par contre, tout ce qui va être quand même la vie de la société et surtout la vie de la méthodologie, je suis au cœur de la problématique. D'accord. Pierre, vous, c'est encore un peu différent. Vous êtes directeur général de BioValo et chercheur à l'université. Quelles ont été les démarches? Et vous, c'était avant tous ces changements législatifs. Moi, c'était avant et effectivement, c'était peut-être un peu moins clair, moins souple. ou en tout cas, un peu moins souple. Donc
Là, je remercie vraiment les instances de l'université qui m'ont beaucoup accompagné dans ces démarches, Pierre-Charles notamment, et puis après CAI qui a pris la suite, un ensemble parce que c'est vrai que c'était pas simple. Ce statut, il était complexe dans le sens où moi, j'avais besoin de diriger l'entreprise. Donc c'est un peu une spécificité. Donc il a fallu passer par pas mal de démarches qui aboutissent finalement à un résultat un peu similaire avec une mise à disposition à temps partiel, donc un enseignement et une activité recherche encore au laboratoire, et puis donc une mise à disposition pour assurer ses fonctions de direction au sein de l'entreprise. Donc les différentes démarches, c'est dans un premier temps la mise en place d'une licence de savoir-faire via CAI, et puis une convention de mise à disposition qui établit cette décharge en fait entre l'université Clermont-Auvergne, enfin entre l'établissement et l'entreprise. Voilà, via aussi le passage devant une commission de déontologie. Voilà, donc tout un tas de dispositifs. Alors, si je faisais là encore l'historique, effectivement, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Ça a été assez tumultueux, mais le côté positif, c'est qu'il y a quand même une vraie solution, grâce effectivement à des assouplissements, mais il y a des vraies solutions, et quand on arrive à les trouver, et on arrive à se faire accompagner dans les démarches. Donc c'est quand même ça qu'il faut retenir, parce que c'est vrai que si j'avais pas été accompagné là-dedans, j'aurais été obligé d'abandonner. Donc voilà, encore une fois, je remercie tous les gens qui m'ont accompagné dans ces démarches et qui m'ont soutenu dans ces démarches. Et le point de vigilance aussi, c'est que ça s'anticipe. Voilà. C'est ça s'anticipe. On peut. Alors effectivement, ça s'est beaucoup assoupli. Ça dépend aussi de la fonction qu'on veut exercer dans l'entreprise. Effectivement, les dispositifs qui a été évoqué juste avant est peut-être celui qui est le plus favorable et le plus rapide. Après, voilà, il y a tout un tas de configurations. Ça dépend de beaucoup de choses. Bon, mais effectivement, il faut quand même y réfléchir un tout petit peu avant. Pierre, vous, alors finalement, les choses ont été un peu plus souples, on va dire. Ah bah c'est l'âge qui m'a permis la souplesse, hein, parce que c'est bien connu qu'en vieillissant, on s'assouplit. Et moi, j'ai attendu d'être à la retraite pour échapper au concours scientifique et à la commission de déontologie. Parce que, alors là, j'étais en train de regarder, il y a un certain nombre de logos, donc il y a un certain nombre d'établissements. Chaque établissement a ses règles, c'est pas les mêmes d'un établissement à l'autre, même si le cadre général est le même. Hein, la pratique est pas toujours la même. C'est plus ou moins complexe. Moi, je pense que si on doit parler de complexité, on pourra parler un petit peu de ça. Au cours de ma carrière, j'ai toujours entendu parler du guichet unique. Moi, je l'attends toujours, le guichet unique, parce qu'il y a plusieurs guichets. Quelquefois, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, il faut faire avec. Donc moi, ça a été d'une simplicité biblique. J'ai eu à signer un chèque pour rentrer au capital de la société, et puis j'étais dans la société. Alors, il faut dire que ça avait pris un peu de temps, parce que la société a été créée sur la base d'un brevet qui a eu des opérations de prématuration du CNRS, puis de la SAT. Donc c'est vrai que si les choses étaient allées beaucoup plus vite, je serais passé par le concours scientifique, mais finalement, ça valait pas le coup, à 6 mois près, de s'embêter à faire toutes ces démarches-là. Oui, on a fait le choix stratégique d'attendre un peu. Voilà. Et de rentrer du coup en décalé. Je suis rentré en décalé de 6 mois par rapport à mes 2 collègues, effectivement. Oui. Mais ils m'ont accueilli. Oui, c'est ça. Et puis tout s'est bien passé. Le retard tout s'est bien rattrapé. passé, voilà, oui, absolument. Oui. Michael, toi, tu n'as pas eu tous ces soucis-là ? Ah non, moi j'étais au chômage, tout simplement. Non, j'ai terminé ma thèse. Alors, quand on disait ça s'anticipe, j'ai terminé ma thèse, mais j'ai pas attendu la fin de ma thèse pour me dire que j'allais faire autre chose. Je pense que l'idée de la société, elle a germé dans nos têtes avec Jean-Claude pendant notre 2e année de thèse. Donc en effet, d'un point de vue démarche, c'était facilité quelque part. On n'avait pas, je dirais,
des démarches administratives avec nos employeurs à gérer, parce que on était libre d'action à la suite de notre thèse. Alors après, ça a amené d'autres problématiques, parce que expérience professionnelle, alors même si il faut le souligner, le doctorat est une expérience professionnelle, mais dans laquelle finalement on est un petit peu protégé, on est aussi dans le domaine académique. Donc quand on sort un petit peu du nid, il faut faire face aux aléas. Et c'est vrai qu'on avait l'avantage de pouvoir faire ce qu'on voulait quelque part, l'inconvénient de pas forcément avoir de structure de soutien, hormis tous ceux qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés, autant l'incubateur Buzy, la BPI, l'université, tous ceux qui nous ont finalement facilité notre entrée dans le monde industriel et le monde de l'entreprise. Merci. Alors pour terminer cette table ronde, je vais vous poser la question, donc la même à tous, qui est... quel bilan vous dressez de votre aventure entrepreneuriale, et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez, et si oui, à l'identique ou pas? Johan? Oui. Alors c'est pas forcément simple. Les nuits sont parfois compliquées quand on se lance. Après, parce qu'il y a plein de choses à penser en même temps. Il y a on parlait d'anticipation, mais en fait, il faut anticiper les problèmes, et même en fait, ça se passe jamais comme prévu de toute façon. Les problèmes anticipés se déroulent pas voilà, comme prévu. il y a une phrase qui dit qu'en fait, si on planifie pas, c'est failing to plan is planning to fail. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'il faut retenir. Et après, non, je recommencerai, et surtout que du coup, le contexte était hyper favorable. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Ouais, mais le Covid nous a bien aidés. La Covid nous a bien aidés. Non, mais au-delà de ça, en fait, quand je dis le contexte était favorable, c'était aussi dans le sens où on a trouvé les interlocuteurs en fait qu'il fallait, donc notamment Buzy, Clermont-Auvergne Métropole qui nous a aidés. Il y a eu la BPI France avec la bourse French Tech. Il y a eu des soutiens au sein de l'université, au sein de l'INRA. C'est souvent, il y a quand même pas mal de choses qui sont personnes dépendantes, donc il faut trouver les bonnes personnes pour pouvoir avancer et faire en sorte que du coup ça se passe bien. Mais la conclusion, c'était que ça n'a pas toujours été facile. Ça a été pas mal de nuits un peu difficiles, mais en fait, au final, c'est hyper excitant, et on en ressort grandi en fait. Donc non, c'est bien. Merci. Pierre, de votre côté? Oui, moi je pense que il n'y a pas grand monde qui va répondre non, je le ferai pas. Donc effectivement, la réponse est sans suspense. Oui, je le referai. Après, on ferait toujours différemment. On se dit, si on avait pensé à ça, si on était parti directement sur cette stratégie-là plutôt que celle-là, voilà, ça nous aurait fait gagner du temps. Après, ce qu'on recherche aussi, c'est ces émotions avec ces hauts, ces bas dans la création d'entreprise. Des fois, les hauts sont hauts et les bas sont bien bas. Donc, effectivement, il y a des moments où on se demande si on le referait, quoi. Voilà, quand on est vraiment dans le bas, peut-être que il se trouve que les hauts finissent toujours par revenir, enfin en général. Donc, c'est surtout cette expérience-là qu'on commence à avoir au bout de quelques temps de direction d'entreprise. Et donc là, on sait que derrière, normalement, le beau temps revient quand on a un moment un peu plus difficile. Donc, on profite avec le temps, on profite un peu plus. Donc, voilà, moi, je suis plutôt dans cette phase. Donc, je suis plutôt content. Et voilà, donc, voilà, si j'avais à le refaire, bien sûr, je le referais. Ouais. Michael, tu nous as donné un petit élément de réponse, toi, tout à l'heure. Oui, du coup, moi j'ai refait, donc voilà. Mais par contre, voilà, je pourrais refaire. J'ai refait, mais par contre, j'ai refait différemment. Alors, j'ai tendance à dire généralement quand on me pose cette question que si on m'avait fait la liste de tous les problèmes que j'allais rencontrer à la création de l'entreprise avant que je prenne la décision de le faire, je suis pas sûr que j'aurais pris la décision de créer.
Par contre, c'est vrai, tu l'as dit, c'est des hauts, des bas. Il faut prendre chaque problème l'un après l'autre et essayer de le régler pour avancer. Et c'est clair que faut avoir la personnalité pour faire ça, parce que ça peut avoir des conséquences sur notre vie personnelle, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai que c'est grisant. En plus, en tant que scientifique à la base, quand on a créé la société avec Jean-Claude, on avait tout à apprendre. La banque, le financement, le juridique, on est parti de zéro. Donc c'est vrai que on a eu des déconvenues, on a eu des moments de joie, on a eu des petites commandes, des grosses commandes. Et ça, à un moment donné, c'est quelque chose qui est important et qui est prenant et qui nous fait finalement rentrer dans le projet pleinement. Alors après, si j'avais à refaire, et j'ai eu à refaire, donc je m'en suis un petit peu rappelé, je mettrais le paquet sur le commerce, sur le business, sur le chiffre d'affaires. Alors bon, évidemment... L'aspect vert, peut-être, Vincent, ces choses sont importantes. Je dirais l'aspect équipe. Tout est important dans la création d'une société, mais le seul truc qui finalement nous permet de mettre en exergue des valeurs, c'est le business. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ma deuxième société, Calneos, j'y suis allé, parce que justement j'ai quelqu'un qui est vendeur. Résolument business. Résolument business, un commercial, c'est 20 ans de commerce, il voit que par le commerce. Quand je lui parle de technologie, il me parle de marge. Donc, et ça, c'est un gros avantage, parce que justement, arriver à vendre quand on vient du monde universitaire, ou quand, de manière plus générale, on a un projet très techno, très technique, c'est le nerf de la guerre. Et Nicolas l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a récupéré des financements qu'ils ont pu faire de la recherche, et c'est parce qu'ils ont fait de la recherche qu'ils ont pu récupérer des financements. Donc les choses vont ensemble, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuierai. Alors, je dirais, s'il y a des financeurs dans la salle, je les invite à penser aussi à cet aspect-là. C'est très difficile de financer du commerce, du développement commercial, du marketing. Pourtant, ça passe que par là. Merci, le message est passé. Voilà. Vincent, vous, si c'était à refaire, même si c'est récent? Je le referais volontiers, mais je le referais en étant plus jeune, quoi. Voilà, parce que j'envisage pas de rester 40 ans dans la société, là. Voilà. Mais quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas tout ça. Alors BPI s'appelait Lanvar, je crois. Et puis ça donnait des subventions, mais pas vraiment, ça poussait pas vraiment à la création d'entreprises. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que, moi j'ai trouvé en région un accompagnement vraiment très proche. Moi je viens de la région lyonnaise, hein. Alors, dans la région lyonnaise il y a beaucoup de possibilités, il y a énormément de choses, mais il y a peut-être moins de proximité qu'il peut y avoir ici, et le suivi, que ce soit via BUSI, Clermont-Verne Innovation, BPI, c'est des liens directs qui facilitent beaucoup les choses. Donc je trouve que c'est quand même un atout dont il faut savoir profiter, hein, et qui est intéressant, mais bon voilà, je le recommencerai bien, mais plus jeune. Merci.